Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL dans le cadre des enjeux du Big Data. Cette vidéo a été réalisée par Axmepan, Saber Haridi et Philippe Lacombe, qui sont les co-auteurs du livre paru chez Ellipse dans la collection TechnoSub. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, mais aussi à consulter nos différents profils sur Amazon. Par exemple, vous trouverez dans le profil de Philippe Lacombe une description des livres précédemment publiés, ainsi que des liens vers par exemple une chaîne YouTube. Le profil de Axmepan, toujours sur Amazon, donne un résumé d'un livre sur les bases de données dont il est le co-auteur et qui est paru il y a de cela quelques années. Le livre dont vous consultez la vidéo d'accompagnement est paru dans la rubrique TechnoSub, dans la collection TechnoSub gérée par l'éditeur Ellipse. Ceci enrichit les trois précédentes contributions, l'une sur la programmation linéaire, l'autre sur les technologies d'accès aux données, et la dernière sur les web services. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Il faut se procurer la base de données NoSQL NeoKG en se rendant directement sur le site officiel qui est à l'adresse www.neokg.org et il faut s'intéresser plus particulièrement à la section Download. Cette section donne accès ici à droite à un gros bouton de téléchargement qui, si on l'utilise, va vous mettre à disposition une version sous la forme d'un installateur qui ne contiendra pas les outils nécessaires pour les développements Java qui sont proposés dans ce chapitre. Il faut se procurer une version sous la forme d'une archive .zip sur le site web. Pour cela, il faut aller dans la section Autres versions. Cette section va donner accès à toutes les versions disponibles. Et il faut s'intéresser plus particulièrement aux versions qui sont proposées sous le format zip. Par exemple ici, la dernière version est la version 2.0.1. Notons que dans le chapitre, la version utilisée était la version 1.9.2 et que celle-ci n'est plus disponible ici sur le site officiel. Téléchargeons le fichier .zip. Nous avons ici le lien de téléchargement. C'est un peu volumineux. Et sur une machine de capacité normale, avec une connexion Internet standard, ça peut prendre entre 1 à 3 minutes en fonction de la qualité de la liaison Internet. Ici, nous avons la chance d'avoir une connexion haut débit, ça va prendre quelques secondes. Et nous allons retrouver dans la section téléchargement le fichier au format zip. Le voilà. Alors, le plus simple, certainement, c'est de recopier ce fichier par un simple drag and drop directement à la racine de la machine. Donc ici, nous l'avons recopié directement sous le disque C de point, et ensuite, il suffit de procéder à l'extraction de ce fichier .zip. Et on doit obtenir un fichier NeoKG Community-201 qui contient un sous-répertoire lib qui lui-même proposera les fichiers .jar indispensables pour pouvoir faire du développement avec Java. Voilà, nous avons donc ici la base de données maintenant disponible sur la machine de test.
Alors, l'installation de NeoEclipse, le compagnon presque indispensable lorsqu'on utilise NeoKG, se fait en passant par le site officiel du projet sur GitHub. Donc, le plus simple, c'est de se connecter sur GitHub, d'utiliser peut-être éventuellement le lien direct qui a été fourni dans le chapitre, et sur le site de NeoEclipse, de rechercher la version correspondant au système de la machine utilisée. Ici, la machine de test étant sous un système 64 bits Windows, nous allons choisir la version 64 bits correspondante, et la version disponible en téléchargement au moment de cette vidéo, c'est la version 1.9.5 que nous allons donc télécharger sous la forme d'une archive qui va maintenant apparaître sur le disque dur de la machine. Alors, comme précédemment, cette archive, une fois disponible, eh bien, il est probablement très simple, ou le plus simple du moins, consiste à recopier cette archive à la racine du disque dur, et ensuite de dézipper cette archive pour obtenir un répertoire NeoEclipse 1.9.5 dans lequel se trouve un exécutable qui est NeoEclipse, qui doit normalement démarrer et qui se présente sous la forme d'une interface graphique que nous allons utiliser dans la suite du chapitre pour visualiser les graphes créés avec NeoKG. Cet outil va nous permettre d'avoir des représentations agréables et va faciliter le débogage des applications. On ne saurait trop donc conseiller son utilisation, surtout pour des projets un petit peu volumineux. L'exemple qui a été choisi et qui sera repris par la suite dans les chapitres, dans tous les chapitres, ou presque tous, c'est l'exemple qui consiste à associer à une clé une valeur. Donc ici la clé c'est hello, c'est ce que nous avons appelé le message, et de l'autre côté la valeur big data world. Alors présentant cela sous la forme clé valeur, on utilise la terminologie des bases de données clé valeur. Dans une base de données de type graphe, on devrait dire que nous allons avoir un nœud qui va contenir le message hello et un autre nœud qui contiendra le message big data world, et que ces deux nœuds vont être reliés par une relation. Ici la relation c'est par le A où contient, où est relié A. Et pour créer cela, nous allons voir que c'est relativement simple, ça va se faire en un nombre minimal d'étapes. La première va consister à créer un type énuméré qui va représenter cette relation, donc par analogie au modèle clé-valeur qui va représenter cette association entre les deux. Une procédure un peu particulière qui va gérer la déconnexion à la base de données. Comme ce n'est pas immédiat, il faut prendre quelques précautions d'usage. Et évidemment, les outils de connexion simples qui vont être présentés. Le code à l'arrivée, comme nous allons le voir très rapidement, est un code très concis et très expressif. Alors, pour la réalisation de ce premier exemple avec NeoKG, nous vous recommandons de créer une application Java standard et de lui donner par exemple comme nom test Neo. Donc après création, avec NetBeans, on se retrouve avec un projet Java standard comprenant par défaut une classe main comme on le voit ici. Alors première étape bien sûr, eh bien c'est l'ajout des fichiers .jar qui se trouvent, si vous avez installé NeoKG à la racine du disque dur, eh bien sous le répertoire lib
de NeoKG. Ici, nous avons un chemin relativement court, ces deux points, NeoKG, lib. Et pour des raisons de simplicité, bien qu'on ne soit pas foncièrement nécessaire, nous allons tous les inclure dans le projet. Ainsi, le projet doit se présenter comme ceci, avec un assez grand nombre ici de librairies, de fichiers .jar qui sont inclus dans le projet. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la connexion à la base de données NeoKG et plus précisément à la création d'une base de données. Pour cela, il faut définir une variable GraphDB de type GraphDatabaseService. Puis, pour des raisons de facilité par la suite des traitements, définir deux variables FirstNode et SecondNode qui vont nous servir pour manipuler la base. Quant à la relation entre les deux, elle est de type relationship et on peut définir une variable du type relationship. Pour des raisons de simplicité, il vaut mieux stocker le chemin d'accès à la base dans une variable nommée par exemple dbpass. Ici, il était choisi le répertoire qui se trouve juste au-dessus du répertoire de l'application auquel on accède en faisant un point anti-slash comme ceci. Alors ensuite, il faut utiliser la Graph Database Factory en définissant une variable par exemple du type Graph Database Factory et nommée générateur qu'on initialise bien sûr en appelant le constructeur. Ainsi, créer une base de données revient uniquement à appeler New Embedded Database en donnant le chemin d'accès à la base. Quant à la déconnexion, elle se fera en appelant la procédure Register Shutdown Hook dont le contenu a été détaillé dans le chapitre du livre par exemple. Et en prévision des futurs traitements à réaliser, on peut en plus rajouter un appel à la fonction shutdown. Voilà le code minimaliste d'accès et de création d'une base de données sous NeoKG. Et comme on peut le constater, celui-ci s'exécute sans erreur. Alors intéressons-nous maintenant à l'ajout d'informations dans la base. L'ajout se fait en définissant une variable du type transaction qui doit être initialisée en appelant la méthode beginTX comme ceci. La suite des opérations se déroulera dans un bloc try_finally. La partie finally comprenant un appel à la méthode finish. Dans ce bloc, on va tout simplement créer les différents nœuds. Comment? En appelant la méthode createNode. Ainsi, on va initialiser firstNode et secondNode. Pour le firstNode, eh bien, nous allons, en utilisant la méthode setProperty, rajouter un attribut nommé message et lui associer une valeur hello. La même opération, très simple, va être renouvelée pour le second nœud. La deuxième partie, stockée étant bien entendu Big Data World, l'exemple que nous avons repris dans presque tous les chapitres de ce livre. La définition maintenant entre ces deux nœuds se fait en utilisant la méthode createRelationship de l'objet firstNode, le premier paramètre étant le nœud destination et le second le type de relation. Ici en l'occurrence, il n'y en a qu'une que nous avons précédemment définie. On peut ensuite munir cette relation d'une property, appelons-la
elle aussi message, ainsi que d'une valeur. Ensuite, on peut lancer la transaction en appelant tx.success. Voilà le code le plus simple possible. Et le résultat de l'exécution, bien sûr, est un code sans erreur. La manipulation d'informations structurées au sein de Neo4j peut se faire suivant différentes stratégies. Nous allons ici mettre en évidence un certain nombre de points qui sont jugés importants. Alors, le premier, il est fortement conseillé d'introduire dans le code Java la notion de classe. Ici, comme exemple, est considérée une table du modèle relationnel T-personne ou considérée comme telle. Eh bien, il est conseillé dans le modèle Java d'avoir une approche orientée objet dans lequel cette classe T-personne apparaît de manière complètement explicite. Et inutile de s'attarder sur le fait qu'il est nécessaire de munir cette classe des getters et des setters comme on le ferait de manière tout à fait classique. Toutefois, remarquons que nous avons ici introduit, comme cela est fortement détaillé dans le chapitre, un attribut particulier qui est un lien vers le nœud de référence, le nœud qui contiendra les informations dans le graphe Neo4j. Alors, cette classe T-personne, elle a pour objectif d'être l'interface entre le code Java et la base de données orientée graphe qui va être utilisée derrière. Les nœuds de ce graphe-là vont être munis de properties et, comme on le sait, les properties, ce sont des attributs dont nous allons pouvoir fixer les noms. Et de manière naturelle, bien sûr, les properties du nœud dans la base de données Neo4j vont être, bien entendu, les attributs de la classe tels qu'on peut les imaginer de manière tout à fait classique. C'est la raison pour laquelle il a été introduit ici un nom, un prénom, une ville et un téléphone. Avec, et il figure ici en rouge, un attribut particulier nommé type qui va nous permettre d'ajouter dans les nœuds de la base de données Neo4j une property type. Et on touche là un élément très important de l'outil. Cet élément, c'est que Neo4j va fournir une notion de graphe dans lequel on va pouvoir retrouver des informations de nature différente. Ici, l'exemple est simple, il ne va y avoir que des informations du type T-personne. Mais si on avait dans la base de données simultanément des personnes et des auteurs ou des livres ou des attributs, eh bien on se retrouverait avec des nœuds dans le graphe qui correspondent à des informations de nature différente. Aussi, il est très intéressant de pouvoir identifier de manière facile le type d'information stockée dans le nœud. Et un moyen, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui en tout cas a le mérite d'être le plus simple, consiste à munir ces nœuds d'une property qu'on peut appeler type et qu'on pourra par la suite renseigner avec le nom de la classe. Et c'est cette solution-là que nous avons suggérée dans le livre. Alors, une fois ce choix fait, eh bien, il suffit de décrire les différentes méthodes de la classe, en apportant bien entendu un soin particulier à tous les getters et puis tous les setters si jamais on juge nécessaire de le faire. Et comme on peut le voir, lorsqu'on va appeler une méthode ici par exemple getNown, eh bien l'attribut nœud de référence va nous permettre de retrouver le nœud et donc d'accéder à la property nom que nous avons dans le code. Ensuite, il faut compléter le code en utilisant la méthode ajoutée de manière tout à fait classique et la méthode affichée. Alors, un mot rapide sur la relation être-ami. Donc, cette relation permet d'introduire une relation entre un attribut de la classe T-personne et une instance de la classe T-personne et une autre instance. Bien, cela se fait dans Neo4j en utilisant le type realType avec ici comme choix, comme nom, ami. Et ajouter un ami, finalement,
ça se fait par l'intermédiaire d'une méthode ajouter un ami, et cette méthode ajouter un ami a en paramètre une autre personne du type tPerson, et on va uniquement instancier une variable du type relationship. Alors, nous vous invitons à suivre attentivement les différents conseils qui sont donnés dans le chapitre et à créer, si vous souhaitez implanter cette approche, un programme Java simple qui, comme nous l'avons déjà rappelé, devra dans un premier temps se connecter à la base de données et encapsuler les codes d'ajout d'informations dans la base dans une clause try finally, comme ceci a été longuement expliqué. Les différents éléments qui ont été introduits nous permettent maintenant de nous intéresser à un exemple un peu plus complexe, bien qu'il reste de taille extrêmement modeste, à travers la gestion d'une bibliothèque. Donc l'exemple qui a été utilisé dans tous les chapitres du livre, c'est un exemple dans lequel on retrouve la notion de livre et la notion d'auteur, avec une relation écrire entre les deux. Et comme on peut le voir ici, un auteur est susceptible d'avoir écrit de 0 à plusieurs livres. Ici, Castafiore est l'auteur de 2 livres, qui sont les livres numéros 10-10-1 d'une part, et le livre 80-88 d'une autre part. D'un point de vue classique, il s'agit d'un modèle simple dans lequel on ferait a priori intervenir une table livre, une table auteur, et pour lequel la clé de la table auteur serait recopiée dans la table livre comme une clé étrangère, puisque un livre est supposé n'avoir que un et un seul auteur. Donc nous sommes encore une fois ici dans un cadre extrêmement simple. Donc nous vous suggérons de créer une application Java de manière simple en utilisant l'interface NetBeans. Et la première partie du travail consiste bien sûr à inclure les librairies Neo4j dans le projet Java ainsi créé. Ces librairies, est-il encore utile de le préciser, sont présentes dans le répertoire lib de Neo4j. Et il suffit de les sélectionner à la souris. Ensuite, il est suggéré dans le livre, et c'est ce que nous vous suggérons ici, de créer une interface graphique sous la forme d'une JFrame, ici nommée démonstration, et de prendre un petit peu de temps pour transformer la classe principale de sorte que lorsque votre programme Java démarre, eh bien la JFrame apparaisse de manière immédiate. Donc le plus simple, c'est de mettre à contribution l'environnement NetBeans. Il suffit de supprimer ce qui aujourd'hui contient la classe main Java, et à la prochaine exécution, de manière naturelle, NetBeans va vous proposer de transformer la JFrame en classe principale. En ce qui concerne l'aspect graphique sur la JFrame, bien toutes les libertés vous sont données, mais il est naturel de penser qu'il faudrait plutôt essayer de découper cette JFrame en plusieurs zones. Une première qui serait consacrée à la saisie des informations de l'auteur et à l'ajout d'informations sur les auteurs, une deuxième sur les livres, une troisième sur la relation, et une quatrième spécialement dédiée à tout ce qui concerne l'affichage. Donc ceci n'a rien d'obligatoire, mais permettra d'avoir quelque chose de relativement simple à manipuler. Alors, une fois le projet créé, eh bien, il faut se préoccuper des différents imports. Donc deux grandes stratégies, soit il faut vous ajouter les imports immédiatement à la création du code, soit au fur et à mesure que le code sera ajouté dans le projet, eh bien, vous pourrez, en utilisant les mécanismes automatiques de NetBeans, faire les imports requis. Ils sont ici relativement nombreux. Alors, loin de nous l'idée dans cette vidéo de reprendre tous les détails qui sont dans le chapitre.
cela ferait une vidéo beaucoup trop longue et n'apporterait pas un éclairage différent. Ici, ce que nous souhaitons préciser, c'est que la démarche de modélisation que nous suggérons est la démarche qui a été mise en évidence au niveau de l'exemple sur la classe T-personne. Si nous considérons le problème de gestion de la bibliothèque, nous avons deux types d'entités, les entités livres et les entités auteurs. Comme dans les bases de données orientées colonnes qui sont étudiées dans la suite du livre par exemple, il faut raisonner non pas en termes de classe, comme on a l'habitude de le faire dans le modèle relationnel classique, mais il faut raisonner au niveau de la granularité tuple. Ainsi, le tuple numéro 1 de la table livre en termes relationnels, ici 1, 0, 1, 0, 1, son numéro est de titre AAA avec un prix de 10, va se modéliser dans la base de données Neo4j comme un nœud dans le graphe. Et il en va de même pour tous les tuples de la table. La même remarque va s'appliquer pour tous les tuples de la table auteur, ainsi Castafiore, l'auteur Castafiore-Émilie sera un nœud. Alors, on va donc avoir un graphe au sein de Neo4j qui contiendra simultanément des livres et des auteurs, et il est utile de pouvoir facilement, lorsque l'on aura besoin de le faire, d'identifier facilement le type d'information stockée dans le livre. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que les nœuds au sein du graphe Neo4j vont se diviser en deux grandes familles, les nœuds de type livre et les nœuds de type auteur, et en utilisant le terme famille, volontairement, je reprends un terme cher aux bases de données orientées colonnes que nous présentons dans la suite du livre. Et ensuite, la relation A écrit va se représenter comme nous l'avons expliqué pour la classe T-personne de manière relativement simple et naturelle. Ainsi, pour définir les grandes étapes du travail à faire, nous vous suggérons, partant de ces considérations, dans le code Java, de définir, par exemple, une classe auteur et, par la suite, une classe livre. Dans la classe auteur et dans la classe livre, il faut mettre en place tous les outils nécessaires pour faire l'interface entre le code Java et le graphe Neo4j. Et à ce niveau, il faut garder présent à l'esprit que les nœuds du graphe Neo4j pourront être munis de properties et qu'il est logique de penser que ces properties-là sont en fait les informations à stocker. Ainsi, nom, prénom, domicile, numéro ne sont en fait que les noms des colonnes que l'on aurait dans le modèle relationnel classique. Partant de ces remarques, nous vous invitons à suivre pas à pas les différents éléments qui sont donnés dans le chapitre, et le code qui est obtenu à la fin restera, malgré le fait qu'ici nous avons des informations de nature différente, un code simple à manipuler et simple à lire. Cette présentation de Neo4j est maintenant terminée. Nous espérons que nous avons éclairé différemment l'approche par rapport à ce qui est présenté dans le livre et que nous vous avons aidé à saisir les différents éléments importants de notre point de vue dans une modélisation d'une base de données sous la forme de graphes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Rejoignez-nous sur le site web du livre ou contactez-nous par mail. Voilà, bonne lecture et à très bientôt.